En termes de commerce, Volkswagen a une longue histoire de production de matériel militaire qui remonte à la Seconde Guerre mondiale lorsqu'elle a produit le célèbre Type 181. Le monde devient un endroit de plus en plus dangereux et la politique européenne de sécurité évolue de façon spectaculaire. Plus que jamais, les conflits militaires et les tensions géopolitiques croissants réaffirment la nécessité pour l'Europe d'améliorer ses capacités de défense. Les gouvernements, le secteur de la défense et même les entreprises privées sont tous fortement impactés par ce changement. La fabrication militaire est en plein essor en raison de la demande croissante d'armes et même les plus grands constructeurs automobiles se lancent sur ce marché. Volkswagen est l'un des exemples les plus notables de ce changement, en particulier en Allemagne. La vénérable entreprise a été créée en 1937 pour fabriquer des automobiles destinés au grand public, mais elle se prépare actuellement à fabriquer du matériel militaire pour l'armée allemande. Que signifie ce changement? La coopération militaire de plus en plus fragile entre les États-Unis et l'Europe sous Donald Trump est-elle une cause directe de l'entrée de Volkswagen dans le secteur de la défense? L'Europe doit-elle désormais être responsable de sa propre sécurité? Regardez notre vidéo pour obtenir des réponses à nos questions et bien plus encore. Pour rester informé de nos publications, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et d'aimer nos publications. Le constructeur automobile allemand surveille la production d'équipements militaires tout en s'adaptant aux changements géopolitiques. Dans le cadre des efforts de réarmement de l'Europe, Volkswagen, le célèbre constructeur automobile allemand, a déclaré qu'il était ouvert à la possibilité de créer des équipements militaires pour l'Allemagne. Oliver Blume, le PDG de Volkswagen, a déclaré que l'entreprise était prête à explorer des idées pour la fabrication d'équipements militaires. Il a toutefois souligné qu'à ce stade, il n'y a pas d'offre de la part de partenaires potentiels. Selon M. Blum, l'équipe possède une grande expérience dans le secteur automobile et est en mesure d'offrir une assistance technique et des conseils si nécessaire sans s'engager immédiatement dans des installations de production. Les remarques de M. Blum s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'Allemagne pour renforcer sa puissance militaire qui sont principalement motivées par les inquiétudes suscitées par la perspective d'une diminution de l'aide militaire américaine sous l'administration sortante du président Donald Trump. L'aile européenne s'inquiète de la défense militaire de l'OTAN en raison de la participation décroissante des États-Unis à l'Alliance. Et ils dépensent le plus pour l'Alliance militaire internationale, ce qui ne fait que nuire, a déclaré le président américain Donald Trump. En outre, il a préconisé que les membres de l'OTAN augmentent leur budget militaire à 5%. Les États membres de l'Union européenne ont pris des mesures pour se distancer davantage du secteur militaire américain à la suite de ces remarques. Le Portugal, la France et l'Allemagne ont pris les mesures les plus audacieuses. En raison de dépenses de défense sans précédent, la France exhorte les nations européennes à donner la priorité aux investissements dans les producteurs d'armes du continent et à se détourner des armements américains. Selon le ministre français des Affaires européennes, Benjamin Haddad, la seule façon pour l'Europe de rester indépendante et de contrôler sa propre sécurité, c'était de donner la priorité absolue au secteur européen de la défense. Le Portugal renverse son plan de remplacement de ses avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis par des F-35 plus modernes en adoptant une approche plus audacieuse. C'est l'un des premiers cas où le président américain Donald Trump sabote une transaction d'armes potentiellement rentable. Selon le ministère portugais de la Défense, les F-35 n'ont pas été disqualifiés du processus de sélection pour le remplacement des F-16. On craint que le gouvernement américain ne choisisse de restreindre l'accès aux mises à niveau logicielles et aux pièces de rechange nécessaires pour rendre le F-35 pleinement opérationnel compte tenu des menaces répétées de Trump d'annexer le Groenland et de menacer le Canada. Le Canada est l'un des pays en dehors de l'UE qui s'oppose à l'industrie militaire américaine. Le Canada a l'intention d'examiner le contrat d'avions de chasse F-35 avec les États-Unis. Le gouvernement canadien envisage les avions de chasse Eurofighter Typhoon qui sont produits par un consortium européen comprenant le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ou les avions de chasse Gripen de la Suède ou Rafale de la France à la place des F-35 américains. Après le Canada, l'Allemagne est un autre acteur intrépide de l'UE qui est prêt à renoncer à l'industrie militaire américaine. L'Allemagne s'efforce actuellement de diversifier et de nationaliser ses secteurs de production industrielle militaire. Les marchés financiers ont été fortement influencés par la demande croissante d'équipements de défense, comme en témoigne la forte croissance des actions des entreprises allemandes de défense qui ont augmenté leur capacité de production. Plusieurs usines automobiles initialement construites pour produire des composants de véhicules légers ou des moteurs à combustion interne sont actuellement modifiées pour répondre à la demande du secteur militaire.
L'adaptabilité industrielle de ces usines pourrait permettre de s'adapter rapidement à l'évolution de la demande du marché de la défense, en particulier pour les composants aérospatiaux ou de véhicules blindés. Un certain nombre d'entreprises, comme Rheinmetall et Candies Group, se préparent à modifier leurs installations de pièces automobiles pour permettre la production d'armes, de sorte que le passage à la production militaire n'est pas un cas unique. Il est impossible d'ignorer l'importance historique. Le fait que Volkswagen ait été fondée sous le régime nazi complique cette entreprise actuelle. En plus de fabriquer des véhicules armés pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise a créé et fabriqué la Volkswagen Typ 181 pour l'armée ouest-allemande, puis pour les consommateurs civils américains et britanniques. La Wing était le nom le plus connu du modèle. Ici, grâce à une coentreprise entre la marque de camions et d'autobus MAN et Rheinmetall AG, un fabricant de véhicules Militadia militaires, Volkswagen est également active dans le secteur de la défense. En raison d'une chute spectaculaire des exportations de véhicules qui ont maintenant diminué de moitié par rapport au niveau d'avant la pandémie, les usines automobiles allemandes fonctionnent actuellement à pleine capacité. Cette baisse est en partie due à l'électrification du marché européen qui modifie la production automobile traditionnelle et à la concurrence croissante des constructeurs chinois qui sont actuellement les premiers exportateurs mondiaux de voitures. Les exportations annuelles de voitures de l'Allemagne sont passées de 2,4 millions à environ 1,2 million, ce qui a incité les constructeurs automobiles à revoir leur plan d'affaires. La concurrence intense, en particulier de la part d'entreprises comme Tesla, se reflète dans le bénéfice de 12,4 milliards d'euros de Volkswagen en 2024, soit environ 31% de moins que l'année précédente. En Australie notamment, les ventes de Tesla ont récemment chuté de 70%, ce qui met en évidence les difficultés rencontrées par les constructeurs de véhicules électriques en général. Les cours des actions des industries de défense allemandes ont fortement augmenté alors qu'elles se préparent à accroître leur capacité de production en raison de la demande accrue suscitée par la possibilité d'un réarmement européen. Ces dynamiques financières sont importantes car elles reflètent les changements dans l'économie mondiale qui est influencée par les relations internationales ainsi que dans le secteur automobile. La volonté de Volkswagen de convertir ses installations pour produire du matériel militaire repose sur un raisonnement économique solide et une tentative de rester rentable face à des conditions de marché volatiles. Les choix stratégiques de Volkswagen s'inscrivent dans le cadre des intérêts nationaux de l'Allemagne qui refont progressivement surface après des décennies de dépendance à l'égard de l'aide militaire américaine après la guerre. Selon les analystes du secteur, ce changement pourrait entraîner à la fois des difficultés et des possibilités d'emploi importantes. Des personnes talentueuses et maîtrisant les nouvelles technologies seront nécessaires pour adapter la fabrication automobile aux exigences militaires. Volkswagen se trouve assurément au carrefour de l'innovation et de l'importance historique alors qu'elle lutte contre ces changements. Les choix futurs de Volkswagen, y compris la manière dont elle gère les contrats militaires et ses projets pour redevenir rentable, seront suivis de près. Le passé particulier de l'entreprise peut offrir des perspectives qui s'alignent sur les enjeux et les demandes actuelles concernant sa position sur la scène internationale et en tant que représentante de la fabrication de défense européenne. Les récentes actions de Volkswagen ont des répercussions à plusieurs niveaux, notamment en tant que symbole d'un paysage géopolitique en mutation, en résolvant des difficultés économiques et en rappelant les échecs passés de l'entreprise. Ces marques patrimoniales pourraient être réorientées vers des voies modifiées par les exigences du monde moderne en période de réarmement. Cependant, les entreprises du secteur industriel civil qui souhaitent participer à l'industrie de la défense se heurtent à des obstacles importants en plus de la possibilité d'étendre leur région d'activité. Elles devront se conformer à un certain nombre de réglementations en plus de leur gouvernance d'entreprise et de leur éthique. La législation et les autorités gouvernementales ont une influence particulièrement forte sur le secteur de la défense et de la sécurité qui est très réglementé et qui ne peut pas vraiment être comparé à un autre secteur. Par exemple, il y a des problèmes avec les marchés publics. Les contrats de défense et de sécurité sont soumis à un certain nombre de réglementations uniques dont beaucoup seraient peu familières aux entreprises qui ont déjà travaillé sur des contrats publics et sont donc habituées aux procédures de passation des marchés publics et aux garanties juridiques qui y sont associées. En outre, le recours aux exclusions pour accélérer la passation des marchés se développe. L'armée allemande, par exemple, a davantage recours à l'acquisition directe. Cependant, les concurrents risquent d'être écartés des marchés publics. S'ils n'étaient pas au courant du contrat au départ, il leur serait également plus difficile de prendre des mesures préventives contre l'appel d'offres. Cela est dû à un manque de réglementation en matière de transparence. Si une entreprise a l'intention de collaborer avec d'autres entreprises qui sont peut-être déjà bien établies dans l'industrie de la défense, la législation antitrust doit également être prise en compte. Dans l'industrie de la défense, les co-entreprises et les collaborations régies par les lois antitrust sont très répandues,
Dans ces situations, toute limitation de la concurrence doit être évitée ou justifiée. Les entreprises qui se lancent dans la production d'armes doivent également tenir compte de l'impact que cela pourrait avoir sur d'autres divisions de l'entreprise. En outre, en Europe du moins, l'argent privé a historiquement sous-investi dans le secteur de la défense et de la sécurité. On estime que les capitaux privés représentent environ 3 500 milliards de dollars américains de poudre sèche mondiale ou d'engagements financiers non alloués de la part des investisseurs, ce qui représente un potentiel considérable. Cependant, les lois sur le commerce extérieur limitent les fonds étrangers et les fonds ayant une base d'investisseurs étrangers pertinente s'appliquent aux investissements dans l'industrie de la défense et de la sécurité. Ces restrictions peuvent s'appliquer à la fois lors de l'entrée et de la sortie d'un investissement. Le choix de Volkswagen de se lancer dans la fabrication militaire, malgré tous les défis, est l'indication la plus claire de la détermination de l'Allemagne à améliorer ses défenses. L'Allemagne va augmenter ses dépenses militaires de plusieurs centaines de milliards d'euros, mais cette fois-ci, ce sera pour la défense plutôt que pour l'expansion territoriale. Cependant, la décision de l'Allemagne de rompre avec les traditions pacifistes de son histoire d'après-guerre en abandonnant le goulet d'étranglement budgétaire Schwarz-Null ou zéro noir et en débloquant les fonds pour la reconstruction militaire et des infrastructures est un événement capital. Cela pourrait éventuellement conduire à la résurgence de l'Allemagne en tant que force politique et économique forte et vaincue au centre de l'Europe. Si l'invasion de l'Ukraine par Poutine entraînait un tel changement de l'ordre géopolitique en Europe, ce serait extrêmement ironique. Lorsque le commandant russe a lancé ses chars en Ukraine, il n'avait aucune intention de renforcer le vieil ennemi. Cependant, cela aurait pu facilement être le résultat. Il est toujours risqué d'interpréter de manière trop poussée la façon dont les marchés financiers réagissent aux événements mondiaux. Ils font souvent des erreurs ou, au contraire, ne voient pas leur destin. Mais cette semaine, ils ont envoyé un message clair en réponse aux promesses de l'Allemagne d'assouplir les règles budgétaires. Les rendements des obligations d'État allemandes ont grimpé en flèche, entraînant le reste des marchés européens de la dette dans leur sillage. Certains ont parlé de l'un des pires effondrements du marché obligataire depuis l'unification de l'Allemagne en 1990. Cependant, le message qu'il véhicule n'est pas aussi alarmiste que le mot « crack » le suggère. Il suggère au contraire un retour à une croissance plus rapide et par conséquent à des taux d'intérêt plus élevés. Et c'est exactement ce dont l'Allemagne a besoin pour surmonter son problème de faible croissance, comme le soutiennent de nombreux macroéconomistes. Les dépenses militaires sont le meilleur moyen de relancer une économie en difficulté, en particulier dans un pays où l'industrie automobile est la principale source de revenus. Les emplois perdus dans l'industrie automobile allemande, autrefois dominante, peuvent être facilement remplacés par des emplois dans la fabrication de chars, de drones et d'obus d'artillerie. Les dépenses militaires et d'infrastructures élevées ont joué un rôle crucial dans la sortie de l'Allemagne de la stagnation économique des premières années du Troisième Reich, même si j'hésite à faire l'analogie en raison de ses connotations. Dans le même ordre d'idées, les dépenses militaires de la Seconde Guerre mondiale ont contribué à la libération des États-Unis de la Grande Dépression. Cependant, la levée de la suspension du prêt n'est pas encore finalisée. De nombreux recours contre la décision sont en instance devant les tribunaux allemands et le Bundestag. Afin de promulguer la mesure avant l'entrée en fonction du prochain Parlement le 25 mars, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz devra s'appuyer largement sur la supermajorité du gouvernement dirigé par Schulz au sein de l'actuel Bundestag. Tout assouplissement pourrait alors être bloqué par Die Linke et l'alternative pour l'Allemagne qui s'y oppose. L'AfD a déjà indiqué qu'elle ferait appel de la décision devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, la plus puissante d'Allemagne. Les tentatives d'assouplissement des limites ont généralement été considérées négativement par la Cour. Il y a quelques années, elle a constaté que le chancelier en exercice, Olaf Scholz, avait illégalement détourné 60 milliards d'euros de fonds d'urgence destinés à la lutte contre la pandémie pour les investir dans la lutte contre le changement climatique. Afin de gagner le soutien du Parti social-démocrate de Scholz pour sa chancellerie, Merz a dû faire un certain nombre de concessions. Par conséquent, on peut supposer que c'est Scholz et non Merz qui garde le contrôle. Quoi qu'il en soit, ce ne serait pas la première fois qu'un changement politique potentiellement important est appliqué sans mandat démocratique. Pour être juste, Merz a fait référence aux dépenses militaires et d'infrastructures libres qu'il soutient désormais, mais il n'a pas été élu sur cette plateforme. La réduction de la dette a été initialement proposée par l'ancienne dirigeante de l'Union chrétienne-démocrate Angela Merkel. L'opposition à sa suppression s'étend actuellement bien au-delà de l'AfD pro-russe. Selon Veronika Grimm, membre du Conseil allemand des experts économiques, une organisation indépendante comparable au bureau du budget du Royaume-Uni, ces mesures y constituent un pari très risqué. D'autres ont critiqué le plan, le considérant comme un chèque en blanc pour les dépenses de défense. À bien des égards, l'attachement des Allemands à leur libéralisme d'ordre en matière de désendettement est louable. Cependant, il est évident que cela n'a pas profité à l'économie allemande, si ce n'est d'offrir une flexibilité financière pour les dépenses colossales prévues.
Une grande partie des infrastructures du pays sont en ruine, la croissance a été lente et les investissements futurs ont été terriblement insuffisants. Bien sûr, la réduction de la dette n'est pas la seule responsable de cette situation décourageante, mais les Allemands se dénigrent inutilement. Les choses ne doivent pas se passer ainsi. Quoi qu'il en soit, il existe une chance de rajeunissement national. Une autre question est de savoir si une Allemagne revitalisée et puissante sur le plan militaire sera entièrement acceptable pour le reste de l'Europe. Lord Ismay, le premier secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, a déclaré que l'objectif de l'Alliance était de contenir les Allemands, d'intégrer les Américains et d'exclure les Russes. La création de l'Union européenne, qui visait à intégrer les pays par le commerce et à limiter l'influence de l'Allemagne après les catastrophes de la première moitié du XXe siècle, était motivée par un raisonnement similaire. Margaret Thatcher se méfiait de l'unité allemande après la chute du mur de Berlin car elle craignait un nouveau pouvoir allemand fort. L'Allemagne hésitante, obligée par ses voisins de renoncer à son cher marque en échange du plus grand prix de la réunification, a également joué un rôle important dans la mise en place de l'Union monétaire européenne. L'Allemagne n'a actuellement pas de défense solide et est une nation pacifiste. Elle l'a fait parce que les États-Unis l'y ont contrainte et parce que le reste de l'Europe le souhaitait et non parce qu'elle souhaite pardonner les transgressions de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ou profiter de la générosité américaine. Avec les menaces totalement infondées de Trump de se retirer du groupe et l'hostilité de Poutine, l'Allemagne a maintenant la possibilité de se réarmer. En outre, l'Europe tente de renforcer ses défenses, et pas seulement l'Allemagne. L'Union européenne est en état d'alerte en raison des pressions exercées par Donald Trump sur l'Europe pour qu'elle augmente son budget de défense. Un plan global visant à porter les dépenses européennes de défense à 840 milliards de dollars a été présenté par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE. Selon certaines informations, ce plan prévoit un programme de prêt de 150 milliards d'euros pour l'achat d'équipements et d'armements supplémentaires. À un moment délicat où les dirigeants européens sont paniqués par les exigences de Trump, ces mesures représentent un changement radical de stratégie. Le monde a brusquement changé, malgré la conviction de longue date de l'Union européenne qu'elle a été fondée sur les principes du libre-échange et de la paix. Nous vivons une époque de réarmement, selon Mme von der Leyen. La majorité des possibilités présentées par Mme von der Leyen comprennent des réglementations budgétaires et des prêts perdants. Les États membres de l'Union européenne, dont les budgets sont déjà serrés, décideront s'ils augmentent leurs dépenses militaires. Cependant, le moment est de plus en plus crucial car l'Ukraine est confrontée à une grave pénurie d'armes dans son conflit avec la Russie. Avant que les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres de l'Union ne se réunissent à Bruxelles, Mme von der Leyen a rendu son plan public. Suite aux remarques de Mme von der Leyen, l'euro a augmenté de 0,3% pour atteindre 1,0521 USD, son plus haut niveau depuis le 26 février. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans s'est négocié à environ 2,46% contre environ 2,43% avant l'annonce, les obligations européennes ayant suivi les précédentes hausses. L'initiative de 150 milliards d'euros proposée pour permettre aux États membres de l'UE de financer leur défense est sans doute la caractéristique la plus inventive de la proposition. Cet argent pourrait servir à financer divers investissements. Par exemple, des fonds pourraient être alloués à des initiatives telles que l'artillerie, les drones et les systèmes anti-drones, les cybertechnologies, la défense aérienne et antimissiles et les infrastructures. De hauts responsables de la Commission européenne ont déclaré que les marchés des capitaux seraient utilisés pour lever des fonds pour le programme, afin d'aider les États membres à mettre en œuvre leur plan de travail à court terme et des mesures comparables pendant l'épidémie de Covid. Un nouvel instrument de crédit sera développé. Le fondement juridique reconnu de la Commission suggère que le soutien unanime de tous les États membres ne sera pas nécessaire, selon les personnes ayant connaissance de la situation qui ont été autorisées à conserver l'anonymat pour parler des discussions délicates. Cela signifie que des nations comme la Hongrie pourraient éviter d'éventuels vétos. Cependant, 27 États membres devraient adopter une démarche plus globale en faveur d'une nouvelle Union européenne qui emprunterait de l'argent pour accorder des subventions non remboursables. Il s'agit d'un obstacle majeur. Friedrich Merz, le vainqueur des élections allemandes, a laissé entendre qu'il serait favorable à de telles mesures. Cependant, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a déclaré qu'il était susceptible de contrecarrer les tentatives d'aide à l'Ukraine. Selon les responsables, les prêts auraient pour but d'ouvrir la porte à des investissements importants qui ne se chevaucheraient pas. La Commission distribuera les fonds aux États membres qui en feront la demande. Cela permettra aux pays membres de mettre en commun la demande et de faire des achats collectifs. Selon Mme von der Leyen, les États membres peuvent considérablement renforcer leur soutien à l'Ukraine grâce à cet équipement. Mme von der Leyen a déjà déclaré son intention de proposer que les investissements dans la défense soient exemptés des règles strictes de l'Union européenne en matière de déficit.
Depuis 2021, les dépenses européennes en matière de défense ont augmenté de 30%. En bref, l'Allemagne et le reste de l'Europe s'inquiètent de la possibilité que Donald Trump retire son aide militaire à l'Europe, des actions de plus en plus irréfléchies de Poutine et des changements dans les équilibres géopolitiques, les signes les plus évidents des préoccupations croissantes en matière de sécurité sur le continent sont l'augmentation considérable du budget de la défense de l'Union européenne et le fait que même les entreprises civiles allemandes se tournent vers la fabrication militaire. L'Europe est aujourd'hui bien plus vulnérable qu'elle ne l'était par le passé. En outre, chaque action est essentielle pour assurer non seulement la défense nationale, mais aussi la sécurité et la stabilité du continent. Nous vous remercions de nous suivre.